Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, édition du 15 février 2026. Déjà la Saint-Valentin de terminer. J'espère que vous avez passé une très belle journée hier, jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Cette semaine, nous vous présentons les résumés des conseils municipaux, entre autres de l'Île-du-Pas, de Lanoraie, de Sainte-Geneviève-de-Berthier, de Berthierville, ainsi que de la MRC. Et un autre sujet qui est très intéressant, nous avons eu une entrevue avec Yves Perron et nous vous présentons des extraits de cette entrevue. J'espère que vous allez apprécier le contenu de nos interventions. Nous vous rappelons qu'à tous les jours, soit du lundi au vendredi, nous avons un bulletin de nouvelles et nous vous présentons des nouvelles vraiment régionales et locales. Sur ce, bonne écoute. Camp de jour intermunicipal. Attendu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas a bien reçu le protocole d'entente relatif au camp de jour 2026 et que nous avons été étonnés d'y constater l'ajout de frais de 10 $ par enfant par semaine sans justification ni démonstration des coûts réels à l'appui de cette décision. Attendu que nous souhaitons rappeler que ce camp de jour se déroule dans une école appartenant à la commission scolaire des Saint-Maur et non à la ville de Berthierville, ce qui soulève d'autant plus d'interrogations quant à la nature et la pertinence de ces frais additionnels et que dans ce contexte, un montant apparaît arbitraire et difficilement conciliable avec les coûts réellement assumés. Qu'attendu qu'au-delà de l'aspect financier, nous croyons fermement que l'accès à nos enfants à un camp de jour sécuritaire et de qualité ne devrait jamais être fragilisé par une mésentente administrative entre les municipalités. Attendu que, pour de nombreuses familles, le camp de jour représente bien plus qu'un service. C'est un milieu de vie essentiel, un soutien à la conciliation travail-famille et un espace d'épanouissement pour nos jeunes. Attendu que nos enfants valent bien plus qu'un différent de 10 $ et qu'ils méritent que nos décisions soient guidées par la transparence, l'équité et un esprit de collaboration, plutôt que par des frais dont la justification demeure nébuleuse. En conséquence, les proposés pairs appuieraient par et résolu que la municipalité de la Visitation n'a pas l'intention d'assumer ces frais supplémentaires et demande respectueusement à la ville de Berthierville de revoir sa position dans l'intérêt des jeunes citoyens et des familles que nous servons collectivement. Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée aux municipalités de Berthierville et de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Je tiens à souligner que la même résolution a été prise par la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier lors de sa dernière séance. Le but de ça, c'est pas de confronter, mais on veut discuter avec la ville de Berthierville. On a énormément de dossiers ensemble qu'on doit régler dans les prochaines années qui sont échus. C'est pas le temps de se décider d'un côté unilatéralement de changer une entente. Il faut apprendre à s'asseoir et en parler. Quand on s'entend ensemble, en même table, c'est bien mieux que de décider unilatéralement de changer quelque chose. On a une bonne collaboration avec le maire de la municipalité, on a peu de communication avec les conseillers, mais j'espère en arriver à le même niveau d'entente qu'on a avec le maire et avec les conseillers pour élucider ce dossier-là et tous les autres dossiers qu'on a. On a le dossier de la bibliothèque, on a le dossier de la caserne de pompiers, il y a le dossier de l'aqueduc, il y en a plein. Il faut s'asseoir ensemble et régler ça. Là, pour celui-là, c'est celui du camp de jour. Je prendrai un proposeur. Mme Jacinthe Drainville propose. Monsieur Alexandre Salois-Lapointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Loisirs et culture. 10.1. Tenue de l'événement Marché printanier à l'Île-du-Pas, édition 2026. Considérant le conseil municipal désire que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas se distingue par son offre événementielle par le biais de la tenue d'un 3e marché printanier, il est proposé par, appuyé par et résolu que soit autorisée la tenue de l'événement Marché printanier de l'Île-du-Pas, édition 2026, prévu le 1er mai entre 16h et 20h et le 2 mai 2026 entre 10h et 16h à l'église de la Visitation de l'Île-du-Pas. Cette année, notre marché printanier, les dates sont fixées. Que soit autorisées les diverses dépenses nécessaires à la tenue de l'événement et incluant la publicité, à même le poste budgétaire 02 702 00 999. Je prendrai un proposeur, M. Alexandre Salois-Lapointe propose, Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5. Groupe d'entraide à toute amitié, demande de dons pour les dîners à l'école.
Considérant la lettre reçue le 28 janvier 2026 de Mme Linda Robillard, bénévole responsable des dîners écoles du groupe d'entraide en toute amitié, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas une demande de don pour les services de dîner pour les écoles primaires du Chemin du Roi à Berthierville. Considérant qu'il y a actuellement 55 enfants inscrits au repas chaud à raison de 3 fois par semaine, considérant que les besoins sont grands et en augmentation et qu'au vu de l'inflation, de plus en plus de familles ont de la difficulté à arriver financièrement et que trop d'enfants ne mangent pas suffisamment à la maison. Considérant que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par le groupe d'entraide en toute amitié et lui témoigner leur support, il est proposé par appuyé par et résolu d'accorder un don de 750 $ au groupe d'entraide en toute amitié pour le service de dîner pour les écoles primaires du Chemin du Roi de Berthierville. Que cette contribution soit impliquée au poste budgétaire 02 701 90 970. Je prendrai un proposeur. Mme Maryse Cauchin propose, appuyé par M. Alexandre Savoie-Lapointe. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.1 Serbie demande d'appui financier 2026. Considérant la lettre de janvier 2026 reçue de M. Jean Castonguay, président de la Serbie, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la Visitation de l'île du Pas une demande d'appui financier afin d'appuyer leur participation au développement touristique et régional, et ce pour une somme de 2 000 $. Considérant qu'étant un OBNL, la Serbie se doit de gérer rigoureusement son budget afin de mettre en valeur un paysage exceptionnel en bordure du Saint-Laurent, ainsi que la conservation des milieux humides depuis plus de 40 ans et qu'elle offre un accès libre aux installations tout au long de l'année. Considérant que la Serbie est un OBNL important au niveau touristique, considérant que les crédits sont disponibles au budget 2026 à Saint-Effet, il est proposé par appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas apporte un appui financier à la Serbie d'un montant de 2 000 $ dans le but de favoriser leur implication dans le développement touristique de la région. Doit affecter cette dépense au poste de subvention comité et au BNL, poste budgétaire 02 701 90 970. Je prends un proposeur. Mme Jacinthe Blainville propose. M. Martial, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.5 Rapport de la directrice générale et greffière trésorière sur la participation des élus à une formation sur l'éthique et la déontologie. Considérant que l'article 15 de la loi sur l'éthique et de la théologie... C'est pas la même affaire. Une coupe de bâtisse à côté. Considérant que l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale... oui. Prévoit que tout membre du conseil d'une municipalité doit, dans les 6 mois du début de son premier mandat et dans les 9 mois du début de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l'éthique et les déontologies en matière municipale, considérant que le membre du conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier trésorier de la municipalité qui en fait rapport au conseil, considérant que Mmes Jacinthe Blainville, Maryse Cauchin, ainsi que M. Alain Goyette, François Drainville, Alexandre Savoie-Lapointe et Martial Bellé ont récemment déclaré à la directrice générale et greffière trésorière qui avait participé à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale dispensée par la Fédération québécoise des municipalités le 28 janvier 2026. La directrice générale et greffière trésorière nous fait rapport au conseil municipal en déposant les avis à ce sujet qu'elle a reçus des élus municipaux. Pour ces motifs, il est proposé par appuyé par et résolu de prendre acte du rapport de la directrice générale à cet effet et de l'autoriser à déposer cette liste sur le site Internet de la municipalité de la Visitation de l'île du Port. Je prendrai par proposition, M. François Drainville propose, secondé par M. Alexandre Savoie-Lapointe. Est-ce que c'est unanime? Oui. On a tous eu la formation obligatoire. Bien, il y en a qui restent à finir, mais on va toute l'avoir eu. La même chose pour participation à une formation sur le système municipal. Considérant que la loi sur le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire prévoit que... Les élections générales municipales 2025 marquent l'entrée en vigueur de la formation obligatoire pour tous les membres du conseil municipal qui soient élus pour une première fois ou non.
Si vous êtes membre d'un conseil municipal, vous devez, dans les 9 mois suivant votre entrée en fonction, suivre une formation sur votre rôle ainsi que sur le système municipal. Cette formation vise à mieux vous outiller pour exercer vos fonctions. Le membre du conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier trésorier de la municipalité qui en fait rapport au conseil. Considérant que Mme Maryse Courchaine ainsi que M. Alain Goyette, François Drainville, Daniel Duchesne et Martial Bellé ont récemment déclaré à la directrice générale et greffière trésorière qu'ils avaient participé à une formation sur l'éthique et les déontologies. Non, c'est pas bon. C'est pas une éthique et de la déontologie. On a participé à une formation. J'ai dit quoi, moi? C'est vraiment... sur le système municipal. Mais c'est le rôle des élus. Oui. Et considérant que la directrice générale greffière trésorière en fait rapport au conseil municipal en lui déposant des avis à ce sujet qu'elle a reçus des élus municipaux, par ces motifs, les proposés par, appuyés par et résolus de prendre acte du rapport de la directrice générale et greffière trésorière à cet effet, d'autoriser le dépôt d'une liste à cet effet sur le site Internet de la municipalité de la visitation de l'île du Port. Je prendrai un proposeur. Non, parce que je suis obligée. Je suis allée vraiment avec... Oui. Oui. C'est une formation d'une journée complète qui a eu lieu le 8 février, un beau dimanche. C'est de là le lien avec la théologie. Je prendrai un proposeur. M. Daniel Duchesne propose, appuyé par M. Martial Bellé. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je veux dire aux citoyens que les 2 dernières semaines ont été intéressantes dans l'avancement du dossier des zones inondables. Le gouvernement du Québec a enfin accepté de libérer les sommes nécessaires pour que la cartographie des zones inondables soit faite par la communauté métropolitaine de Montréal. La communauté métropolitaine de Montréal est intéressée à la faire, cette cartographie-là. Il reste quand même des détails administratifs, il reste quand même des ententes à savoir exactement le mandat exact qui va être confié, mais ça, c'est un avancement majeur. Je rappelle, encore une fois, il n'y a aucune carte officielle des zones inondables qui est disponible. Il n'y en a pas. Oui, il y a plusieurs citoyens qui m'arrivent avec un papier dans les mains. Ce n'est pas des papiers officiels. C'est souvent des études, des avances ou un projet. Mais c'est pas une prévision. C'est une prévision, mais ce n'est pas des cartes officielles. Fait que ça, déjà là, c'est une très bonne annonce. L'autre dossier, le 6, le centre hospitalier, a renouvelé ses ententes pour le soutien à domicile. Dans la MRC de Dautré, c'est la même structure qui va rester, fait qu'il n'y aura pas de changement. Dans d'autres MRC, il y a des changements. Je veux juste aviser nos citoyens que si vous entendez parler par votre famille ou des connaissances qu'il y a des changements là-dessus, nous ici, il n'y en a pas. Ça ne change rien. Service à domicile, ça va être les mêmes personnes. Bien, les mêmes personnes. Ça va être les mêmes systèmes qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'une personne en particulier ne changera pas de job, là, mais je veux dire, il n'y a pas de changement majeur de ce côté. C'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, messieurs, dames? Oui, allez-y. Un petit rappel à faire pour jeudi, le 12 février. On a le disco patin qui va avoir lieu je me souviens plus du nom. Au centre sportif, Oui, c'est ça, au centre sportif, merci. La grande envoi du chocolat chaud, les feux d'artifice, la musique, des lumières sur la patinoire. On vous attend. 10.1. Événements et activités culturelles 2026. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 78 000 pour la tenue des activités culturelles 2026. Suivante. Donc, spectacles estivaux, films en plein air, journée de la culture, journée de la persévérance scolaire, Halloween, spectacle de Noël, promenade du dimanche, activités artistiques pour les jeunes, ciné-club. Alors, ça fait quand même pas mal de choses. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. 10.2. Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Proposé, appuyé, résolu que la municipalité de Lanoraie autorise la présentation du projet de réfection du parc Gaston Betté
au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Lanoraie à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Que la municipalité de Lanoraie désigne M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Le parc Gaston-Bété, c'est dans le fond où se trouve la patinoire, le terrain de balle, le skatepark, le tennis, tout et le centre sportif, évidemment. Donc, on veut déposer un projet auprès du gouvernement. On pense qu'il y a des trucs qui peuvent être réalisés. Mais vous savez déjà que les jeux d'eau sont en construction. En principe, c'est le 12 juin. On demanderait à la mascotte, tiens, pourquoi pas, que la mascotte vienne appuyer sur le bouton pour la première fois, là, pour l'ouverture. Donc, le 12 juin, en principe, les jeux d'eau vont être en fonction. Je dis la mascotte parce que je ne veux pas faire de jaloux. Quels jeunes ont choisi pour le faire? Fait qu'on demanderait à la mascotte de venir appuyer sur le bouton pour l'inauguration. Et donc, il y a aussi la possibilité de faire d'autres aménagements dans le cadre des loisirs, des plateaux sportifs. Et c'est un projet qu'on veut déposer au gouvernement. Et voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. C'est unanime. Ça nous amène à 11.2, programme d'entente en patrimoine, volet 4.1. Oui, ça va. Merci, c'est gentil. Considérant l'ouverture du programme d'entente en patrimoine, communément appelé le PEP, l'acronyme, pour la période 2027-2028 du ministère de la Culture et des Communications, acronyme MCC, considérant que le volet 4.1 du PEP vise la mise en place d'un programme d'aide à la restauration destiné aux propriétaires privés, considérant que l'aide financière du PEP vient couvrir 60 des dépenses admissibles et que le 40 restant doit être investi localement. On comprend qu'on parle du propriétaire. Considérant que la municipalité de Lanoraie avait initialement demandé 135 000 en subvention au volet 4.1 pour investir 90 000 en contrepartie sur 3 ans. Considérant que l'ensemble de la MRC d'Autrey a reçu 195 000 au volet 4.1 à diviser entre 4 municipalités sur 3 ans. Donc, 4 municipalités qui ont décidé d'embarquer dans le projet. Et voilà, donc, considérant que l'ensemble de la MRC d'Autrey a reçu 195 000 au volet 4.1 à diviser entre 4 municipalités sur 3 ans, considérant que le Conseil des maires a privilégié une distribution des sommes au prorata de la demande initiale. En conséquence, proposé à pied résolu d'accepter une subvention de 51 620 du ministère et d'investir en contrepartie 34 413 sur 3 ans. Alors, c'était loin de nos attentes. Vous comprendrez que nos attentes étaient beaucoup plus élevées que ça, parce que ce programme-là, dans le fond, c'est une réplique du programme triennal qu'on a eu avant, mais les sommes ont été coupées pas mal en termes de participation du gouvernement, ministère de la Culture, entre autres. De déléguer la création de la gestion du programme d'aide à la restauration destiné aux propriétaires privés à la MRC d'Autrey selon les critères établis par le ministère, d'autoriser la MRC d'Autrey à déposer la demande d'aide financière pour la municipalité de Lanoraie, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tout document de nature contractuelle ou financière dans le cadre de cette demande. Ça concerne, quand vous allez sur le site de la MRC d'Autrey, je ne sais pas si on l'a mis sur notre site, la municipalité à Lanoraie, mais à la MRC d'Autrey, sur le site, vous allez voir les bâtiments patrimoniaux dans l'inventaire. Ça concerne donc tous les bâtiments de la MRC, mais en l'occurrence, ceux de Lanoraie sont là, les immeubles patrimoniaux qui sont reconnus, qui sont dans l'inventaire, sont là, et c'est ces immeubles-là qui ont accès à cette subvention-là. Donc, les gens vont recevoir, les propriétaires de ces immeubles-là, de toute façon, vont recevoir par lettre ou par courriel l'explication, comme quoi ils peuvent se prévaloir de ce programme-là. Normalement, c'est fait, là, on va attendre de signer l'entente, que tout soit bien canné, comme on dit à bon québécois, puis à ce moment-là, on va pouvoir aviser ces gens-là qui peuvent donc faire des demandes d'aide financière pour rénover leur maison. Voilà. La dernière fois, c'était
de 21, 22, 23, 21, 22, 23 ou 24, parce que ça avait très, très bien roulé. Là. En fait, on avait épuisé nos sommes. Et on mettait 30 000, c'était 25 000 on mettait. La municipalité mettait 25 000 par année pendant 3 ans et toutes les sommes ont été épuisées. Et on a vu des rénovations se faire sur Sainte-Marie, entre autres, et un peu plus loin sur Grande-Côte-Est, de maisons là, qui sont dans l'inventaire du patrimoine, qui ont été rénovées de belle façon grâce à ces aides financières. Là. Voilà. Est-ce qu'il est sur le site de la municipalité, l'inventaire? J'ai regardé vite. Ça peut-être. Je ne pas l'avoir vu. Oui, on pourrait voir. On pourrait demander de le mettre sur le site de la municipalité de Lanoraie, pourquoi pas. Alors voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, c'est son enfant fort. À ma droite. C'est unanime. Responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. Appui. Alors, c'est une demande qu'on a eue et on est tout à fait en accord avec ça. Donc, on va appuyer, si le conseil est d'accord, on va appuyer cette demande-là d'appui. Considérant que les récentes pannes électriques ont démontré la fragilité, voire l'absence de résilience des infrastructures de téléphonie cellulaire, entraînant des interruptions prolongées des services de téléphonie, mais aussi d'Internet et de câbleau-distribution, privant les abonnés des services primaires. Considérant que plusieurs pannes électriques subies au cours des dernières années ont été causées par un mauvais élagage de la végétation par Hydro-Québec. Considérant que le droit à la communication est un pilier fondamental de la sécurité publique, des communications d'urgence et de l'activité économique, identifié comme infrastructure essentielle. Considérant que les pannes électriques prolongées, combinées à l'effondrement des réseaux cellulaires, mettent en danger la vie des citoyens, ralentissent notre économie et compromettent la capacité des autorités à intervenir efficacement. Considérant que les fournisseurs de services de télécommunications en tant qu'acteurs stratégiques ont une responsabilité légale et sociale d'assurer la continuité des services essentiels aux abonnés, notamment au service 911. Considérant que le gouvernement fédéral et le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications, communément appelé le CRTC, ont reconnu la nécessité d'améliorer la résilience des réseaux, notamment par des consultations publiques et des projets législatifs. Considérant la décision numéro 2025-225 publiée le 4 septembre 2025 par le CRTC, qui a pour objectif d'obliger les fournisseurs de services de télécommunications à signaler rapidement des interruptions majeures de réseau et à produire des rapports complets après la résolution afin de renforcer la résilience des infrastructures et améliorer la coordination en cas de crise. Considérant que le CRTC a lancé des consultations publiques 2025-2026 dont l'objectif vise à établir un cadre réglementaire pour renforcer la résilience et la fiabilité des réseaux de télécommunications afin de protéger les Canadiens contre les interruptions de service, considérant que de nombreux sites d'antennes de certains FST ne disposent pas de système de secours énergique fiable, considérant que des recommandations techniques prévoient des mesures telles que alimentation de secours pour 72 heures, infrastructures résistantes aux conditions extrêmes et plan de continuité, considérant que l'inaction ou la négligence dans la mise en place de mesures de résilience constitue une atteinte grave à la sécurité collective, signifiée par plusieurs municipalités, considérant que des normes plus strictes en matière de redondance énergétique envers les installations de transmission sont nécessaires, particulièrement en milieu rural, considérant que la compétence en matière de télécommunications relève du gouvernement fédéral, le CRTC, et que la compétence en matière de sécurité civile et de gestion des urgences incombe au gouvernement provincial par le ministère de la Sécurité publique, en conséquence, proposé à pied résolu, de demander la collaboration des acteurs concernés par la résilience des réseaux de télécommunications afin de les inviter à proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes pour renforcer la fiabilité et la continuité des services. De transmettre la présente résolution au CRTC, au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, au ministère de la Sécurité publique, aux députés provinciaux et fédéraux, à la Fédération québécoise des municipalités et à Hydro-Québec ainsi qu'à la MRC de Dautrey. Voilà. C'est tout ça est tout à fait logique, à mon avis. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? En 5.8, on a une demande de dons pour les dîners à l'école, le groupe d'entraide dans toute amitié. On a reçu la demande le 14 janvier. On considère que l'organisme est bénéfique dans la région et reconnaît les bienfaits pour la communauté de l'initiative de service des dîners à l'école. Donc, Sainte-Geneviève va octroyer un don de 1 250 $ au groupe d'entraide dans toute amitié. Un proposeur au secondeur, M. Darvaux, avec M. Hébert. D'accord. Tout le monde est d'accord. En 5.10, il s'agit de donner un mandat à Bélanger-Sauvé, avocat, attendu que les taxes ainsi que d'autres sommes dues sont impayées
sur les immeubles, sur l'immeuble portant le numéro, je vous en fais grâce, il est long comme ça. Il y a des taxes non payées sur cet immeuble-là. La municipalité a fait tous les efforts raisonnables pour obtenir le paiement des créances. On désire protéger les créances et on doit prendre des mesures nécessaires pour récupérer les sommes dues. Alors, il s'agit de mandater la firme Bélanger-Sauvé afin d'entamer des procédures de demande introductive d'instance et les étapes de recours judiciaire dans le dossier matricule 2009-47 et compagnie. C'est un retardataire de taxes de 3 ans. L'an passé, on voulait, parce que tout le monde le sache, un citoyen peut devoir des taxes pendant 3 ans, mais si on laisse passer la 4e année, la municipalité, on perd la 4e année. Fait que, après 3 ans, c'est le maximum, puis après ça, on va en vendre pour taxes. Fait que d'habitude, ça réagit, puis ça paye. Là. Ce monsieur-là, on s'était entendu avec pour un paiement mensuel, il me rappelle. Là. Puis ça s'est pas fait. Là, pour ne pas perdre la 4e année, justement, parce que là, il nous doit 4 ans, il faut aller en cours et dire au juge, ça nous prend une demande d'introductive d'instance. Il faut engager un avocat pour ne pas perdre la 4e année de taxe de ce créancier-là. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier avec M. Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord. D'accord. En 5.11, il s'agit d'approuver l'état des personnes endettées envers la municipalité qui a été préparé par la directrice générale des greffiers trésoriers et soumis au conseil en regard des personnes endettées pour les taxes municipales de la municipalité. On en a pris connaissance tantôt. La manière que ça fonctionne, nous autres, on regarde, puis en passant, ça va relativement bien. Il y a plusieurs années, on avait 5-6 pages, puis là, on a 3 pages, fait que c'est déjà beaucoup mieux que c'était. Mais quand même, on regarde qui doit des taxes à la municipalité. Puis quand c'est 1 an ou 2, c'est 12 d'intérêt, puis les gens sont tenus de payer les intérêts. Et quand on arrive à la 3e année, bien là, c'est là qu'il faut allumer, puis entamer des procédures pour ne pas perdre nos créances, exactement. Tantôt, on les a regardés, puis c'est des documents complètement confidentiels. On les remet même, après les avoir regardés, on les remet à la directrice, on ne les a même pas à notre possession. Mais tout est conforme. Il s'agit de juste approuver le dépôt que ces dames-là nous ont fait. M. Cloutier propose avec M. Hébert. D'accord. Merci. D'accord. Accepté à l'unanimité. Ensuite, au point 12. Là, c'est la perception des taxes dues. Il s'agit de, justement, suite à ça, de mandater le cabinet Bélanger-Sauvé pour procéder à la perception des taxes dues. Un proposeur en secondaire, M. Landois, avec M. Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord. On passe au point 9 en urbanisme et environnement. La Société de conservation, interprétation et recherche de Berthier-ses-Îles, communément appelée la CIRBI, une demande de financement. Ça fait des années qu'on fait des dons à la CIRBI. C'est un organisme qui nous tient vraiment à cœur, c'est chez nous. Puis ça se développe. C'est de mieux en mieux, la CIRBI, à chaque année. Puis en passant, félicitations aux bénévoles qui travaillent à la CIRBI. Ils font un travail extraordinaire. Puis, je vous en reparlerai, là, mais il y a un projet de parc régional parce que le ministère les a obligés à enlever beaucoup de cultures. Puis c'était le principal financement que la CIRBI avait, et de 60 000 $, ils ont tombé à 20 000, je pense, dans ces eaux-là. Fait qu'il y a un manque à gagner terrible. Puis là, nous autres, on donne toujours 2 000 $ à chaque année, on continue à le donner. Mais là, il y a un projet de parc régional à la MRC, parce que quand on parle de parc régional, il faut que ça soit géré par la MRC. Puis la MRC a accepté de lancer le projet. C'est en marche. On devrait avoir des nouvelles au printemps. Puis ça, si c'est accepté comme parc régional, il y aurait un financement d'une trentaine de mille par année. Ça pourrait vraiment beaucoup les aider. Ça devrait se concrétiser au printemps. Mais pour le moment, c'est un don de 2 000 $ de la CIRBI. Un proposeur de secondaire, M. Léo Sulière, avec M. Darvaux. Merci, monsieur. En 11.3, le kiosque des loisirs, autorisation à la directrice générale. Il s'agit d'autoriser la directrice générale
à une dépense d'environ 10 000 pour la confection d'un kiosque de loisirs qui sera situé au parc Jean-Louis Poulet. Un des conseillers, je pense que c'est Christian, oui. Christian nous a recommandé de, quand on fait des parties, comme la fête des neiges, justement, là, il nous manque une place là, pour un kiosque pour mettre de la musique, mettre du stock, puis ça pourrait servir 4 saisons, l'été aussi. Puis Christian, je pense que tu suggères que ça soit l'école. Hein? Ouais, c'est l'école, le centre de formation qui ferait seulement le coût. Toute la main-d'œuvre. On paye les matériaux. On paye les matériaux. Puis ça serait fait à la polyvalente. Exact. C'est une belle occasion d'économiser. On aurait un genre de cabanon de... Ouais, environ 10 par 16 pieds. 10 par 16. Avec des portes coulissantes à l'avant. Puis deux fenêtres qui pourraient servir de guichet pour servir soit des boissons ou des lunchs. Et pas de assez fort que tu comprennes? Oui. Ouais. 2 fenêtres pour servir aussi, puis des portes coulissantes à l'avant, mais 16 pieds par 10. Ça serait une belle acquisition, puis c'est bien pour la formation des jeunes en polyvalent. Donc, il s'agit de dépenser autour de 10 000 $. On en a besoin sur le terrain de jeu. Un proposeur, un secondeur, M. Christian Soulière propose. Et je second. M. Hébert second. Tout le monde est d'accord. « 5.2 Ligue navale, succursale de Berthier, Saint-Gabriel, demande de soutien financier. Madame Lebrun. Considérant la demande de soutien financier reçue le 21 janvier 2026 de la Ligue navale du Canada, succursale de Berthier-Saint-Gabriel, pour la réalisation de ses activités, considérant que cet organisme sans but lucratif a pour mission d'offrir des activités de formation et de développement destinées aux jeunes de la communauté, alors je propose d'accorder à la Ligue navale du Canada, succursale de Berthier-Saint-Gabriel, une contribution financière d'un montant de 500 $ à titre de soutien à la réalisation de ces activités et à l'acquisition du matériel requis. Merci. C'était Pépard. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. Ouais. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.3 maintenant, c'est le club de patinage artistique. C'est un événement revu sur glace 2026. Madame Fontaine. Considérant que le club de patinage artistique de Berthierville présentera son spectacle annuel les 25 et 26 avril 2026, considérant l'offre de publicité transmise le 21 janvier 2026 par le club relativement à l'événement annuel revu sur glace qui se tiendra à l'Aréna Joaillier-Rochette. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'une publicité dans le programme Souvenir de la revue sur glace 2026 pour un format d'une page au coût de 375 $, d'accepter l'offre de projection du logo de la ville sur écran géant durant l'entracte pour un coût additionnel de 25 $. Merci. M. Pépard. J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, c'est le groupe d'entrée dans toute amitié, donc c'est un soutien financier. C'est le dîner aux écoles primaires, donc c'est important cet appui-là. Monsieur Darvaux. Considérant la demande de soutien financier reçue le 14 janvier 2026 du groupe d'entraide dans toute amitié relativement au dîner offert aux élèves des écoles primaires du chemin du roi à Berthierville. Considérant que la ville de Berthierville reconnaît l'importance de favoriser des conditions propices à la réussite éducative, notamment par l'accès à une alimentation adéquate. En conséquence, je propose d'autoriser le versement d'une somme de 7 000 $ au groupe d'entraide en toute amitié à titre de soutien financier pour l'année 2026, destiné au dîner servi aux élèves des écoles primaires du chemin du roi à Berthierville. Merci. C'était Pépard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 8.3 maintenant, c'est le règlement numéro 991 décrétant les travaux de réfection des infrastructures d'égouts dans la servitude entre les rues de Montcalm et de Frontenac et autorisant un emprunt de 2 815 890, exact? C'est ça? Oui. OK. Monsieur Destrand? Oui, je dépose un début de motion sur lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Règlement numéro 991, décrétant des travaux de réfection des infrastructures d'égouts dans la servitude entre les rues de Montcalm et de Frontenac, autorisant un emprunt de 2 815 890
mais je... Oui, c'est ça. Et je dépose le projet de règlement 981. Merci. 7.3 maintenant, c'est l'événement Vertirythme 2026. Madame Fontaine. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements de l'année 2026 organisée par la Ville de Berthierville, je propose d'autoriser la sélection du spectacle Hommage au coloc Passe-moi la POC dans le cadre de l'événement Berthierrythme 2026 pour un coût total de 10 000 plus taxes applicables. Merci, c'était pied par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en ai le vote à ma gauche. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.4 maintenant, c'est le concert de Noël 2026. Madame Fontaine. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements pour l'année 2026 organisée par la Ville de Berthierville, je propose d'autoriser une dépense au montant de 15 000 plus les taxes applicables pour l'organisation du spectacle avec l'artiste Mélissa Bédard, lequel se tiendra le 11 décembre 2026 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Merci, c'était pied par. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. « 4.9. Entente avec les cadets policiers avec la Sûreté du Québec. Signature. Il y aura un duo de cadets 100% à la Valtrie. Soyez tranquilles, la Valtrie. Un duo de la moitié d'un duo pour la Ville de Berthierville, 40% pour la Noret et 10% pour la municipalité de la Visitation de l'île-du-Pas. Et un autre duo à 50% pour la Ville de Saint-Gabriel, 25% pour la municipalité de Saint-Gabriel, 12,5 pour la municipalité de Mandeville et 12,5 pour la municipalité de Saint-Didas. Hein? J'aimerais pas être celui qui va se faire couper en deux. Je prendrais un proposeur, M. Gaétan. Vous faites bien de me rappeler. Je m'excuse, c'est une erreur, effectivement, c'est 30 la Noret. Ah. Désolée, c'est une erreur. OK, excusez-moi. OK, la résolution ne fait pas. OK, je veux juste la prendre. Oui. Ah, OK. C'est parce que t'es arrivé à 90 %. OK, c'est 50 pour Berthierville, 30 pour la Noret, 10 pour Sainte-Élisabeth et 10 pour l'île-du-Pas. Faites bien de me rappeler à l'ordre, monsieur. Oui, ça aurait pu arriver. Monsieur Gaétan-Gravel propose. Monsieur Pierre Lahaye seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci beaucoup. Entente avec les municipalités locales participantes, cadets policiers, bien là, ça prend quelqu'un pour déléguer M. Tremblay pour signer des ententes. On prendra une proposition. M. Gravel propose. M. Lahaye seconde. Est-ce que c'est unanime? À ma droite? À ma gauche? Merci. 4.5. Règlement numéro 315. Règlement constituant le parc régional de l'île du Mitan. Adoption. Tout le monde dans la salle, on va... C'est moi qui ai fait l'avis de motion la dernière fois. Je vais la proposer. J'ai demandé à nos procureurs si je pouvais le faire. Et oui, je peux le proposer, mais je ne peux pas voter. Fait que je vais faire la proposition du projet de règlement 316, qui est le règlement constituant le parc régional de l'île du Mitan. C'est 315, excusez-moi. Oui, 315. 315. On va dire que c'est mes lunettes. Je le propose. Je propose un secondaire, M. François. Bon, ben oui, M. François Drainville, seconde. Prendre à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. Le règlement ne tombe pas en application immédiatement. Il faut qu'il y ait une entente qui soit conclue avec la CIRBI. Et quand cette entente-là de gestion sera conclue, là, le règlement va prendre force. Bon, à cette heure. Merci. À l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Contribution de la MRC pour le parc régional de l'île du Mitan. C'est la résolution pour statuer que le montant de la subvention que reçoit la MRC serait divisé en deux montants égaux pour le parc régional de l'île du Mitan et le parc régional des Chutes du Calvaire pour les années 2026, 2027 et 2028. Je prendrai une proposition là-dessus. M. Robert Puffal propose. Je peux vous seconder? Oui, M. François Drainville seconde. À ma droite,
À ma gauche. Merci beaucoup. Bon, me présenter, moi je suis Régent Sylvestre, je suis président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles de Hautrey. OK. Nous, on vient ici ce soir pour entendre qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au train à grande vitesse qui va passer sur notre territoire bientôt. Alors, j'aimerais ça juste avoir votre son de cloche. Bien, on n'a pas tant d'informations que ça. On a eu une présentation qui a été faite par le groupe Alto qui sont venus ici. Il nous a expliqué sommairement qu'il fallait qu'ils trouvent un corridor de 60 mètres de large dans une bande de 10 km en partant de la rive nord du fleuve Saint-Laurent à s'en allant vers le nord. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait, qu'il y a des consultations supplémentaires qui vont avoir lieu. Il va y avoir des rencontres justement avec les agriculteurs, il va y avoir des rencontres un peu partout. On n'a pas plus d'informations que ça. On sait également qu'il y a beaucoup d'argent qui va être déployé pour ça, puis qu'ils veulent déterminer le trajet d'ici la fin de l'année 2026. Oui. Nous, on aimerait ça un peu que vous pensiez à ça, parce qu'il passe sur les territoires des paroisses et les territoires de la MRC, certaines municipalités. Wow, c'est votre position que vous réfléchirez à ça là, avant. Et puis aussi que vous savez que le 19 février, il y a une consultation publique ici pas loin. Alors nous, on va être présents, puis on va voir. Oui, on n'a pas tant d'informations, mais effectivement, à un moment donné, la MRC va prendre position, puis elle va... parce qu'on n'a pas, comme je vous dis, c'était assez sommaire. OK. On nous a dit qu'on nous dirait. OK. Merci beaucoup. Un peu. Bonjour à tous. Merci qu'on puisse dialoguer. Moi, je suis le vice-président du syndicat d'Hautrey. Je suis producteur à Lavaltrie. Ma ferme est là. En plus, je suis résident de ma maison avec M. Savignac à Sainte-Élisabeth. Nous autres, on a eu une rencontre présentement. Votre nom? Moi, c'est René Forêt, vice-président au syndicat d'Hautrey. Puis je suis représentant secteur pomme de terre puis toute la Nodière au complet. Là, nous autres, on a une certaine inquiétude présentement avec le groupe Alto. Là, ils sont venus nous rencontrer à la Fédération de l'UPA de la Nodière. Mais là, moi, c'est de mettre au fait un peu qu'est-ce que ça va engendrer. Là, ils parlent de faire une coupure directe sur notre territoire qu'on va avoir. Là. Puis cette coupure-là, ils n'ont pas le mandat de raccorder toutes les routes qui vont couper. C'est toutes les voies perpendiculaires avec l'autoroute 40. Là. Puis ça, c'est un élément important qu'il va faire suivre. Parce que là, ils nous ont même dit quasiment ça va être aux frais des villes et municipalités s'ils veulent se raccorder une certaine quantité de ces routes-là. J'ai pas dit qu'ils ne raccorderont pas les autoroutes. Non, mais il y a un paquet de routes qui peuvent couper, puis ça va nous faire un frein collectivement. Nous autres, juste pour la gestion, si on a affaire à se faire couper, juste la gestion du transport. Là, je pense à toute notre communauté, là, tous nos services, mettons, incendie, tous nos services avec les ambulances. S'il y a certaines voies qui sont coupées, là, ça veut dire qu'il va falloir se trouver des alternatives. Parce que eux, quand ils passent, là, ils peuvent mettre une pancarte cul-de-sac chaque bord, ils mettent une clôture, puis on n'a plus le droit d'accès. C'est pas comme un train ordinaire. Là, on n'aura pas de passage à niveau. Là. Ça, là, c'est à longueur du territoire jusqu'à Québec, de même. Là, il y a des questions aussi un peu plus profondes. Il va falloir quand même se poser. On parle autour de 90 à 100 milliards. Pas 100 millions, pas 1 milliard, pas 10. Ils sont autour de ça, là, présentement. Là, j'écoutais, des fois, on voit sur les instances politiques fédérales, là, tout le monde semble un côté enchanté par le TGV, parce qu'on regarde tous certains pays de la planète qui en ont des TGV. Parfait. Là, moi, je regarde ça, moi, froidement, là. Si on coupe ma terre en deux, là, puis j'ai même pas de possibilité d'accès pour aller de l'autre côté, là, ça veut dire que ça vient de faire mourir mon entreprise. Là. Puis là, ils nous ont élaboré quelques tracés. Quand on regarde le tronçon 0-10 km, là, on a un paquet de villes qui passent là. Puis ça, c'est une fracture directe. Là. On ne peut pas se promener chaque bord. Là. Je pense qu'il y a des questions qu'on va faire se poser. C'est pas de dire d'être contre le projet. Mais je trouve qu'ils sont quand même assez fixés directivement, qu'ils ne veulent pas de se tasser plus loin sur le territoire. Parce que moi, là, quand je regarde le territoire québécois, l'agriculture, là, on est 4 % du territoire qu'on représente la zone verte, puis on en utilise 2 dans notre 4 % L'autre 2, là, c'est des infrastructures. Mais le restant, là, c'est 96 % qui est de la zone blanche. C'est vraiment des questions importantes à se poser. Parce que le 2 % qu'on utilise, ça, là, c'est notre frigidaire. Puis depuis 40-50 ans, qu'est-ce qu'on fait avec notre frigidaire? On met de l'asphalte et du béton dedans. Moi, je trouve que c'est important qu'on va avoir des questions, je pense, collectives. Peut-être qu'on a besoin du TGV,
Mais je pense qu'il faudrait être quand même assez ferme quand ils vont nous proposer des tracés. Moi, dans le secteur Lavaltrie, dans le Nord-Est, c'est le secteur des tourbières, c'est notre alimentation en eau. On a 10 000 acres irrigués dans ce secteur-là. C'est toutes des fermes qu'on a transformées qui étaient en tabac, qu'on s'est dit collectivement avec le tabac, là, ça peut nous tuer le tabac. On a toutes fait de conversion en fruits et légumes, puis ils nous disent qu'ils vont passer dans ce secteur-là. Moi, je pense qu'il va falloir être attentif collectivement, là, on se regarde toutes, là. Mais soyons quand même certains fermes envers leur tracé, puis de ne pas rester mollasse, parce que les autres, là, ils ont l'air vraiment décidés à passer dans ce secteur-là. Je ne sais pas, continuer, là. On est effectivement... On va être à l'affût, mais comme je vous dis, on n'a eu qu'une seule rencontre avec eux, puis on n'a pas plus de détails que vous en avez. Probablement que c'est la même rencontre qu'on a eue, puis oui, on est conscient, je suis conscient que couper une terre en deux, c'est pas parfait. Je suis conscient que si ça a des impacts au niveau de la sécurité incendie, au niveau des temps de desserte d'ambulance, qui déjà on a de la misère à fournir, on n'a pas... je le comprends. La communication, on n'est pas en chien, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. C'est un projet pas pour un an, on parle des 100 prochaines années. Je pense qu'on a tout intérêt à tous se parler ensemble. On n'a pas besoin d'être gênés. Non, on va suivre le projet avec attention, soyez certains. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent se prononcer? Imaginez comment c'est émotif pour les populations. On a parlé beaucoup des gens de Mirabel, là, des enfants qui ont vu leur père pleurer sur la table de la cuisine. Là. C'est quelque chose. Tandis que Scholastique ou Parc Forion, il fallait partir de bon matin pour les touristes ou leurs avions, on est toujours dans le chemin. Les gens ont perdu leur maison, leur terre et leur pays, Monsieur le Président. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est pas le piché. C'est juste pour dire qu'il y a de l'humain là-dedans. On n'est pas en train d'utiliser ou de faire une tactique politique ou quoi que ce soit. On voit les projets arriver, on voit ce gouvernement affairiste, clairement sous l'influence de la grande entreprise privée, qui veut aller vite, puis qui semble un peu pas prendre au sérieux ou mépriser un peu le travail parlementaire. Le premier ministre, je vais porter un jugement d'honneur, mais il n'a pas l'air d'aimer ça ici, là. Je sais pas. Hein? Fait que nous, là, notre travail, c'est de s'assurer que nos lois soient respectées. Quand la députée de Thérèse d'Aimblainville, tantôt, puis vraiment, j'étais sincère quand j'ai dit que j'ai aimé ses interventions, elle me nommait les lois, puis elle dit c'est encadré par la loi. Justement. C'est ça qu'on veut, s'assurer que ça va être respecté. Puis en C15, on voit plusieurs menaces. Puis c'est encore en étude, Monsieur le Président. Puis on est inquiet que l'opposition officielle approuve ces affaires-là. Puis on veut prendre des précautions dans les changements de loi. C'est ça qui arrive. Je suis en compagnie de Yves Perron. Bonjour Yves, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, vous-même? Oui, et on se parle en direct justement d'Ottawa, de Gatineau. Il y a eu une rentrée parlementaire la semaine dernière qui a déjà été assez, je dirais pas houleuse, mais elle est partie sur des chapeaux de roue. On pensait que ça partirait plus tranquillement, mais c'est reparti en grand à Ottawa. Es-tu d'accord avec moi? Ah oui, c'est quand ça repart, ça repart. Ça repartit. Et il y a différents sujets, justement. Vous aviez eu votre caucus pré-sessionnel, comme vous appelez. Oui. Et il y a les différents points, les différents objectifs que vous avez durant cette session-là. Et premièrement, on parle d'économie crise tarifaire. Je pense que, comme je te dis, c'est reparti en fou dans ça. On ne sait plus où qu'on s'en va, là. Bien, c'est ça la grande priorité, là, la renégociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Idéalement avec le Mexique, là. Mais bon, s'il faut que ce soit juste avec les États-Unis, ce sera ça, mais c'est pas ce qui est souhaité de notre côté. Ben, M. Trump en parle de plus en plus, mais il faut commencer ça de façon sérieuse. Puis les tarifs, tu sais, on a élu un premier ministre qui marchait sur l'eau et qui nous promettait que les tarifs seraient finis rapidement. Or, ça fait 1 an maintenant et les tarifs ne sont pas finis, ils ont empiré. On a des menaces de même de 100% maintenant, là, suite à l'entente avec les voitures électriques avec la Chine. Fait qu'on soulève de gros doutes là-dessus. On ne remet pas en question les démarches du premier ministre pour la diversification des marchés. Nous, dès le départ, tu dois sûrement te souvenir qu'on a parlé de ça ensemble d'ailleurs. On prônait ça dès le départ, puis même on aurait dû commencer avant la crise avec les États-Unis, parce que c'est jamais bon d'être trop dépendant d'un seul marché, comme on l'est pas mal présentement, puis on voit les impacts que ça a sur notre économie. Donc, on est d'accord avec ça. Par contre, on ne peut pas juste s'occuper de ça et ne plus s'occuper
des États-Unis. Quand le premier ministre dit que c'est pas important, quand on lui pose des questions, ben là, il y a une limite, là. Le gars en bas, il a beau pas nous plaire, puis être un peu imprévisible, sinon pas mal, il faut faire avec. C'est le président de la grande puissance économique avec laquelle on fait, pour le Québec, c'est autour de 85% de nos échanges internationaux, donc c'est énorme. Fait que, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, comme on dit, là, puis qu'on commence ces négociations-là, quitte à se ramasser après avec un accord qui sera peut-être légèrement moins avantageux, avec des tarifs qui resteront peut-être en partie, mais au moins une prévisibilité. Puis, tu sais, je sais que c'est pas l'idéal que je suis en train de dire là, puis ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le renouvellement de l'accord tel qu'il est, mais le voisin étant ce qu'il est, là, ce qui fait le plus mal, là, actuellement, c'est pas tant les tarifs que les annonces quotidiennes ou hebdomadaires de menaces, puis l'incertitude que ça provoque. Tous les investissements sont gelés. Il y a des mises à pied. Beaucoup de nos entreprises en souffrent, là. J'ai beaucoup de dossiers dans la circonscription qui sont touchés par ça. On fait des suivis, puis ça s'ajoute au dossier de l'Agence de revenus qui garde des fois des centaines de milliers de dollars pour des entreprises, des PME de notre comté, tout ça. Donc, ça fait beaucoup d'enjeux économiques. Donc, c'est sûr que c'est la priorité. Puis nous, on tend la main au gouvernement pour collaborer là-dessus, mais il faut que ça commence. Oui. C'est là qu'on est beaucoup plus critique, là, parce qu'il ne se passe pas grand-chose actuellement, là. Est-ce que vous recevez, en tant que parti, en tant que toi, WIP, une espèce d'analyse, je ne sais pas dire, psychologique ou commentaire de qu'est-ce que dit Trump, puis l'analyse qui est faite au Canada, ou c'est chaque parti qui doit analyser, puis se dire est-ce qu'il dit vrai ou dit pas vrai? Je ne sais pas si tu comprends un petit peu ma question. C'est une belle question. Non, écoute, c'est pas mal freestyle, entre guillemets, là. Ouais. Et le président en soi nous lance des bulles qui n'ont pas de sens souvent. Fait que, on se rationne. Ce qu'il faut, c'est. Puis je pense que ce qu'on a appris collectivement depuis un an, c'est qu'on est beaucoup plus calme qu'au début. Oui. Puis ça, c'est une bonne chose. Puis comme politicien, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Qu'on garde notre calme, puis qu'on négocie, puis on ne cède pas à la panique. Sauf que il faut qu'on parle avec cet interlocuteur-là, puis il faut qu'on commence les négociations pour briser l'incertitude. Ce qui tue, ce que je disais tantôt, c'est l'incertitude économique. Ça gèle les investissements, ça gèle les embauches, ça crée des mises à pied. Nos entreprises essayent de se diversifier, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, là. Non, c'est pas évident. On parlera tantôt un petit peu de la gestion de l'offre aussi, là. Oui. Tu peux peut-être m'en parler une dernière fois, mais on s'en reparlera quand même. Jamais une dernière fois, parce que ça va toujours rester dans mon cœur, mais la gestion de l'offre, on est très heureux que notre loi ait été approuvée au mois de juin, puis a été mise en œuvre, parce que je pense qu'on l'aurait déjà donné, là. M. Carney a tout donné ce qu'il pouvait dans les premiers mois, dans ses relations avec Trump, puis on voit que ça n'a rien donné. Fait qu'à un moment donné, il faut se tenir debout, puis tenir notre discours, puis négocier. Mais il faut se tenir debout de façon intelligente. Quand on va, par exemple, à Davos, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le discours de Davos. Moi, sur une base personnelle, c'est sûr que ça fait... L'analyse de fond n'est pas mauvaise, sauf qu'il faut toujours que tu penses, ça va être quoi la réaction de ton partenaire commercial? Je pense que ça aurait pu, avec le même message, être mieux modulé pour que ça ait un impact moins négatif aux États-Unis. Depuis ce temps-là que les menaces ont redoublé, là. De faire une entente rapide avec le gouvernement chinois sur les voitures électriques, je ne suis pas nécessairement contre sur le fond, mais on sait que le gouvernement chinois utilise beaucoup de données de ses entreprises privées, donc il y a ce risque-là d'envoyer des données privées. Puis au-delà de ça, moi, je ne comprends pas que, par exemple, l'Europe, qui est beaucoup plus notre vrai partenaire au niveau des valeurs, puis de la démocratie, puis tout ça, comment ça se fait que les voitures électriques européennes ne rentrent pas sur le sol américain parce qu'il y a un protectionnisme? Puis là, on décide qu'on en fait rentrer 49 000 de Chine. Des fois, il y a des incohérences comme ça. Fait que c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi, là, parce que moi, je pense qu'il y a plus d'avenir avec l'Europe, plus de prévisibilité, en tout cas. On le voit, là, la Chine, là, voyez-vous, la semaine dernière, le chef a posé la question à Carney, pourquoi c'était bien là, qu'il enlève le tarif sur le canola. On a des producteurs touchés par ça au Québec, mais c'est beaucoup plus dans l'Ouest. Demandez, mais les tarifs sur le porc, eux autres, est-ce que vous en avez parlé? Puis là, il a prétendu que les Chinois avaient l'intention de les diminuer, mais on n'a jamais eu de preuve de ça. Puis il semble qu'il ait induit le Parlement à l'erreur quand il a dit ça, là. Il n'y aurait pas d'entente. Donc, tu sais,
faut non seulement faire attention dans ce qu'on dit pour les réactions américaines, et ainsi de suite, négocier diligemment avec le marché principal qu'on a et qu'on veut conserver, mais au-delà de ça, pas commencer à dire n'importe quoi, là, s'en tenir à la vérité, puis travailler avec les oppositions dans ce contexte de gouvernement minoritaire, ce que M. Carney ne semble toujours pas avoir compris. On va parler aussi d'identité québécoise. Tu me parlais de M. Carney. Ça aussi, oui. il est allé dans... Il est allé fort, là, comme on pourrait dire, les réactions. Autant les gens appréciaient, entre guillemets, son discours à Davos, autant le discours à Québec a été, je ne dirais pas offusqué, là, je cherche un mot poli. Là. C'est un discours qui était complètement débile et loufoque, sans aucune base. Vous savez que moi, j'étais prof d'histoire avant d'être député. Là. Fait que je suis un de ceux que tu t'écoutes ça et tu fais, ben voyons donc, de quel monde il sort ce clown-là. En tout respect, là, je ferme les guillemets, c'est ça la réaction. Fait que, oui, sauf qu'il ne faut pas non plus parler que de ça pendant des mois et des mois, mais on avait le devoir de le dénoncer, on le fait. Puis ça démontre la très mauvaise connaissance du Québec de M. Carney, peut-être même le fait qu'il s'en préoccupe très peu, c'est sur le bord du mépris. Là. De dire que la bataille des plaines d'Abraham, c'est une rencontre amicale de début de collaboration, il faut quand même le faire. Là. Puis là, je ne vous parle pas des pendaisons puis tout ça. Là, à un moment donné, on pourrait tourner ça pendant le plat. J'ai entendu des commentateurs dire « Ah, le Bloc québécois est juste dans l'histoire. » Ben, ouais, un instant, là, on n'est pas juste dans l'histoire. On rétablit des faits. Puis on ne laissera pas un premier ministre canadien quand même. Tu sais, c'est pas deuxième voisin d'à côté de chez vous qui a dit une niaiserie. Là. C'est le premier ministre du Canada. Là. Moi, je pense que c'est notre devoir de corriger ces informations-là. C'est important. Là. Puis nos citoyens, d'ailleurs, n'ont pas à accepter des bêtises comme ça. Là. Peu importe la grandeur du bonhomme ou le respect qu'on peut lui porter, là, à un moment donné, quand tu dis une niaiserie, tu dis une niaiserie. Ce qu'on dit de Trump, là, ben, oui, c'est ça, je comprends. C'est loin d'être comparable, on va se le dire. Non, c'est d'accord. Stable et prévisible, mais cette fois-là, c'était pas une bonne journée, maintenant. On va se dire comme ça. Quand tu veux venir rassembler, faire un message rassembleur au Québec, ben, il ne faut pas te mettre à dire des bêtises. Là. On parle d'identité québécoise. Il y avait, je ne dirais pas un froid, mais on disait qu'il y avait une certaine distance entre le Bloc québécois et le Parti québécois. Mais je pense que dernièrement, justement, c'est à Saint-Hyacinthe qu'il y a eu aussi le rassemblement PQ. Je pense que ça s'est mieux passé. Là. Il y a eu un rapprochement, il y a eu quelque chose... Tu sais, Daniel, il n'y a pas vraiment eu de froid entre le Bloc québécois et le Parti québécois. Les journalistes auraient aimé dire qu'il y avait une chicane. Mais tu sais, il y a eu, à un moment donné, une mise au point au niveau des candidatures. C'est ça qui s'est passé. T'sais. Puis c'était pas un gros enjeu. Là. C'était le fait qu'on se maraude pas trop. T'sais. Mais quand les gens ne sont pas en poste, puis qu'ils veulent peut-être avoir l'investiture dans l'autre formation politique, mais ça, on est dans un pays libre, là, puis les candidats de grande qualité dans les deux formations politiques. Fait que quelqu'un, par exemple, du Bloc qui n'aurait pas été réélu en avril dernier, qui voudrait se présenter au PQ, ce serait très légitime, puis nous, on ne serait jamais fâchés de ça. Là. C'est ce qu'on a établi et mis au point. Là. Puis c'est pas, je pense que c'est une petite anecdote, mais évidemment, c'est ça, ça a tourné. Là, on a fait la démonstration, là, à peu près tous les députés du caucus étaient présents le samedi matin pour le discours du chef, et le vendredi soir, on était une grosse délégation aussi pour écouter notre autre chef, en fait, le chef du mouvement souverainiste, qui est Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef de la démarche référendaire. Puis ça a été clarifié. Je pense que là, les choses sont claires, fait qu'on va de l'avant. Mais c'est clair qu'on a une grosse année devant nous, puis c'était important d'envoyer le message dans les médias, justement, qui avait un petit peu monté l'affaire en épingle, de dire il n'y a rien qui ne va pas. Au contraire, on travaille en partenariat. Et puis, on a l'objectif commun de créer le pays du Québec, de donner au Québec, en fait, créer le pays du Québec existe déjà dans le quotidien, dans tout ça. Puis la meilleure façon de le voir, c'est de travailler en Ontario. C'est pas une blague que je vous dis. Fait que, dans le fond, c'est lui donner ses outils, puis ses moyens, puis sa reconnaissance internationale. C'est l'objectif que le PQ porte. Puis le Bloc, on est complémentaires. On est au fédéral pour défendre les intérêts d'ici à ce que ça se fasse. On travaille étroitement en collaboration.